et bienvenue sur Europe 1, c'est Sophie Peters et voilà, c'est notre dernière nuit ensemble. Lundi, vous retrouverez Caroline Dublanche, toute reposée par ses vacances, enfin on le lui souhaite. J'ai été très heureuse de passer ces 3 semaines du mois d'août avec vous, heureuse de vous entendre, heureuse aussi de ce partage et de tous vos messages absolument merveilleux et adorables. Quelle richesse, quel joli moment en votre compagnie. Heureuse enfin de travailler avec une équipe aussi formidable et si attentive. Merci à vous tous et à chacun. Et ce soir, c'est encore Asiba et Quentin qui vous accueillent au standard au 39-21 avec leur gentillesse légendaire. Et puis c'est l'éternel Fifi, Philippe Chartier, qui réalise cette émission. On parle de vous, on croise nos vies, on échange autour des questions que vous vous posez. Je suis là pour vous écouter, vous soutenir, vous orienter, vous aider aussi à y voir plus clair. Vous pouvez aussi nous joindre par SMS en composant le 7 21 21, commençant votre texto par le mot nuit, ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. Et puis n'hésitez pas à réagir à ce que vous entendez en direct, bien sûr. Ici on échange, on s'entraide aussi, on prend soin des uns des autres. 39 21, je vous attends. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Et puis tout de suite avant d'accueillir Brigitte, je voulais redonner aux auditeurs qui me l'ont demandé les coordonnées d'un ouvrage dont j'ai parlé hier soir, qui est un très beau livre sur l'amour que je vous recommande, qui s'appelle L'éloge de l'amour du philosophe Alain Badiou, B-A-D-I-O-U. Alain Badiou est un homme assez âgé, un philosophe qui a tout un regard sur la vie, et il discute dans ce livre avec Nicolas Truon, c'est aux éditions du CERF, C-E-R-F, et voilà, c'est une discussion sous forme de discussion. En fait, Alain Badiou répond aux questions de Nicolas Truon et aborde tout le thème de l'amour, et puis surtout il estime qu'il est un peu malmené dans le monde moderne d'aujourd'hui, l'amour, et qu'il faut réinventer le risque et l'aventure contre la sécurité et le confort. C'est une très belle proposition, et comme l'a dit si bien le poète Arthur Rimbaud, l'amour est à réinventer. Voilà. Et j'accueille tout de suite Brigitte. Bonsoir Brigitte. Oui, bonsoir Sophie. Je vous remercie de me recevoir ce soir. Je suis ravie de pouvoir vous parler pour cette émission, et c'est vrai que je voulais vous faire part de mon expérience, parce que c'est vrai que je perds un peu pied dans mon histoire d'amour, et là je sais plus trop la signification qu'a ce mot-là, puisque pour moi, elle est devenue un peu destructive, ma relation. Oui. Et pour résumer un petit peu, j'habitais à l'étranger il y a quelques mois, et lors d'un repas en France, j'ai revu un ami. Mmh. On est sortis ensemble, et très vite il m'a dit qu'il m'aimait. Lui a une petite fille garde alternée avec son ex-femme, que je connais, puisque c'est la sœur de ma meilleure amie d'enfance dans la maison familiale dans laquelle j'ai passé tous les étés. Et lui, très proche aussi de son ex-famille. Et c'est vrai qu'il m'a fait revenir en France. Enfin, moi, j'ai rapidement pris mes clics et mes claques, quitté mon travail à l'étranger pour vivre avec lui et sa petite fille une semaine sur 2. Oui. Et c'est vrai que la condition était que il boit beaucoup, et je lui ai dit que moi je bois pas du tout, pour avoir aussi la mauvaise expérience d'un papa alcoolique qui est parti trop vite. À 47 ans, moi j'en avais 17. Oui. Et je lui ai dit que je pouvais pas vivre avec ça au quotidien, ça pouvait pas faire partie de mon quotidien, et c'était trop destructeur. Et il me disait chaque jour au téléphone quand j'étais à l'étranger qu'il diminuait, tout ça, et en vivant avec lui, je me suis aperçue que ça faisait vraiment partie du quotidien, avec d'autres addictions comme fumer. Moi non plus je fume pas, d'autres choses. Et il m'a présenté à son environnement ses amis, et moi ils boivent tous et fument tous, et je lui ai reproché, je sais plus comment lui dire. Il dit que je le fais avancer, mais quelque part il
il me dénigre, me rabaisse. La façon dont il me parle, c'est plus du tout la façon dont il me parlait avant. J'ai l'impression qu'ils sont attaqués, mais moi, ça me fait mal de le voir comme ça. Oui, parce que vous le mettez en face de lui, donc il devient agressif en fait, parce qu'il aime pas l'image que vous lui renvoyez. Et ça arrive souvent, c'est-à-dire passer la phase de séduction, tout d'un coup, vous êtes sur le vrai visage, vous lui renvoyez quelque chose qu'il n'a pas envie de voir. Vous savez, on fonctionne en miroir dans une relation amoureuse. Mais en même temps, est-ce que est-ce que c'est un véritable alcoolisme dans le sens où ça abîme votre relation face à elle, il change son comportement, ou est-ce que c'est ce qu'on appelle de l'alcoolisme mondain, c'est-à-dire que il boit quelques verres tous les soirs, mais ça change pas son comportement? Ça change pas trop son comportement, c'est justement ça qui est inquiétant, c'est qu'il peut boire des verres et des verres, il sera pareil, mais pareil dans le sens où il va être content, ça va le... Oui, mais il ne devient ni agressif, il change pas d'attitude. Non, mais c'est ce que je trouve dangereux aussi, parce que on prend la route alors qu'il a un taux. Moi, je rêverais de croiser des gendarmes le soir pour qu'ils soufflent dans le ballon, parce que pour lui, il dit contrôler, mais... et c'est qu'il fume aussi, et à 10h du soir il n'y a plus personne, on fait des grosses journées, on communique pas, et puis c'est quelqu'un qui parle pas. Et moi je me lève tous les jours, je dors pas de la nuit, j'ai des angoisses, je reprends mes tocs que j'avais il y a des années. Et c'est un véritable épuisement moral, parce que... Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Brigitte, c'est que, en fait, par son comportement et sans le savoir, il appuie là où ça fait mal sur votre propre histoire. C'est aussi pour ça que ça prend de telles proportions chez vous. Parce que lui, bien sûr, on va pas juger du fait que... il aime bien ça, il fume, etc. Mais bon, il n'est pas pathologique au point que son comportement est donc impacté par sa pratique. Oui. Or vous êtes dans l'angoisse que ça le devienne, parce que vous l'avez vécu dans votre jeunesse. Oui. Et que du coup, il y a aussi beaucoup dans votre mal-être de votre inquiétude. Oui, beaucoup. Je suis de nature très inquiète. Oui, ouais. Anxieuse. Et tout ça réveille. Donc, du coup, ça vous déstabilise, parce que ça vient réveiller. Je ne sais pas, est-ce que par exemple toute l'histoire de votre père, vous l'avez un peu travaillé en thérapie, ou c'est quelque chose où vous avez fait un chemin dessus, ou ça restait en l'état? J'ai déjà vu même un psychiatre, un très bon médecin, et lui expliquer un peu mon parcours, parce que c'est vrai que j'ai été élevée par mon beau-père. C'est un peu compliqué comme schéma, mais j'ai envie de me défaire de ça. C'est-à-dire que j'ai été élevée par mon beau-père. Oui, et là, l'histoire vous le resserre dans votre relation, en fait. Voilà. Alors, en même temps, vous avez été attirée par cet homme-là, auquel vous vous êtes attachée. Pour quelle raison? Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes arrivée jusqu'à lui? Il n'y a jamais de hasard dans les rencontres et dans les attachements. Je pense qu'il y a deux choses principales. C'est la première, la sécurité. C'est que j'avais envie d'une famille, peu importe, du quotidien, parce que j'ai été célibataire pendant des années. Le fait qu'il me dise qu'il m'aime, rapidement, j'étais prête à tout quitter parce que quelqu'un m'aimait, et j'étais il m'aime, alors c'est bon, tout est possible. Et la deuxième c'est quelque part, en le soignant lui, je soigne un peu mon père que j'ai pas pu aider parce que j'étais trop jeune. Oui, mais là, il n'a pas envie d'être soigné. Du coup, c'est ce qu'on appelle une projection. Vous voyez, vous projetez votre besoin et votre problématique sur lui, et lui, du coup, rentre dans l'agression parce que il n'est pas dans ce besoin-là. Il sait pas ce qu'il vous a demandé. Oui. Donc, forcément, ça déséquilibre la relation. En même temps, est-ce que, quand vous dites, c'est la première personne qui m'aimait, et est-ce que vous ressentiez quelque chose de fort, indépendamment du fait que lui vous aimait? Parce que c'est vrai que souvent, on peut tomber amoureux parce que l'autre personne vous séduit, parce qu'on se sent aimé. Mais est-ce que vous, à l'inverse, vous avez des sentiments qui sont développés, ou des sentiments en fait, profonds? On a été un peu à l'inverse, c'est-à-dire que moi, j'ai mis plus de temps parce que j'ai eu des déceptions amoureuses qui m'ont fait très mal, surtout une. Alors j'allais un peu à tâtons, et lui, finalement, on s'est un peu inversé. C'est-à-dire que moi, je m'attachais plus et lui s'éloignait, et il me regardait plus. Il me regarde pas avec des yeux d'amour. Moi, je vais le regarder et je me sens pas.
penser qu'on dit à l'autre, Parce que j'ai le sentiment que vous vous êtes mis dans une position de sauveteuse face à lui, de le sauver de son addiction. Vous l'avez très bien expliqué, hein, c'est pour ça que je me permets de le reprendre, de sauveter, voilà. Et du coup, on a beaucoup d'affection pour l'objet de son sauvetage. C'est peut-être pas tout à fait, comme vous dites, c'est un peu plus autre chose ou plus complexe que l'amour, bien que on peut bien sûr, ça fait partie aussi de la relation amoureuse d'avoir bien envie de rendre l'autre heureux, tout simplement. Mais le sauvetage, il est compliqué parce que dans le sauvetage, ça devient un jeu psychologique, c'est-à-dire que vous jouez votre problématique avec quelqu'un qui l'a pas demandé. Et ça, ça crée un peu de manipulation et du coup, ça tronque, ça donne beaucoup de tension dans la relation parce que lui commence à vous en vouloir sans pouvoir bien dire quoi, ou bien l'exprimer. Donc ça devient sourd. Du coup, ça donne une atmosphère pesante et il va se renfermer. Il va se dire mais moi je confie plus rien si c'est pour être jugé. Aussi, voilà, il se sent jugé alors que pour lui c'est tout à fait normal et tout son entourage. Mais c'est aussi la relation qu'il a avec son ex-belle-famille. Il est très très proche de la maman de son ex-femme et il peut avoir un ton très doux avec elle, et j'en viens à être jalouse et ça parce personne lui fait des remarques là-dessus, mais personne n'en pense pas moins en fait, parce que moi comme je suis très proche de cette belle famille aussi, et en fait ça les rassure que moi je fasse partie de sa vie aussi, pour la petite qui a sa maman aussi qui fait la fête, elle est jeune, elle en profite, et lui qui est là-dedans, la façon dont il boit, la façon que ce soit quotidiennement le midi, le soir, c'est qu'il y a vraiment une pathologie et c'est vrai que moi j'arrive je me crois super-héros, mais pas du tout, parce que je suis même pas super-héros pour moi-même, quoi. Alors que c'est pas évident, je me donne un rôle que je devrais pas avoir, mais... Là, ce qui serait intéressant, Brigitte, c'est effectivement de repartir sur votre histoire, pour retravailler un petit morceau en regard de ce que vous vivez aujourd'hui, parce que il y a encore une résonance, il y a encore un écho, et qu'il y a quelque chose là qui est pas apaisé, et c'est pas un hasard, et c'est intéressant pour vous ce que vous vivez là, parce que ça peut vous permettre de prendre une distance et de le décrocher, de comprendre que votre père c'est pas lui c'est pas votre père, que chacun reprenne la place et que vous puissiez vous apaiser en étant plus sereine. Comme vous dites, vous parlez de la relation avec la belle famille, mais vous l'avez aussi, la relation. Donc, je l'ai aussi. Voilà. Donc, vous comprenez, vous êtes un peu partie prenante. Finalement, vous êtes un peu partie prenante dans ce que vous lui reprochez. C'est-à-dire, vous êtes un tout, là. Et il faudrait remettre les choses un peu à plat, quoi, les regarder autrement. Il y a pas du tout de jugement dans ce que je vous dis, c'est simplement qu'il faut faire attention à qu'est-ce qu'on prête à l'autre dans une relation qui en fait n'est qu'à soi. D'accord. Et ça, c'est souvent un peu... c'est un classique, mais c'est grâce à ça que l'amour nous fait avancer aussi. C'est une formidable façon d'avancer dans la vie, d'être amoureux. Hein. C'est même sans doute la plus belle et la plus essentielle, parce que c'est dans la confrontation d'une intimité avec l'autre qu'on est secoué, dérangé, renvoyé à soi, comme lui aussi. Lui aussi est renvoyé sans doute aussi et vous le dérangez. Et c'est dans ce dérangement de deux personnes que c'est un chantier ouvert, c'est un chemin, on se dit tiens, c'est des morceaux de moi que je connais pas, ça active des choses. Donc il n'y a pas à juger, il n'y a pas à s'en vouloir, il y a juste à observer et à en faire quelque chose, Brigitte. Ouais. Voilà, mais c'est vrai que si la personne en face, on fait du mal mutuellement, c'est pas ça non plus, parce que moi j'ai pu avoir des relations envers lui voire physiquement. Ça paraît ridicule, mais à le pincer de colère ou à hurler dans la voiture, mais on aurait dit un animal après ce repas où je me suis sentie complètement humiliée. Alors je suis de nature très calme, il n'aurait jamais pensé, et j'ai l'impression de passer pour une folle, parce que il me dit mais je te voyais pas du tout comme ça, t'es toujours souriante, et là t'es... Et comment il a géré ça, lui, quand vous avez une émotion comme ça qui a été si forte? Comment
quelle a été son attitude face à vous? Alors souvent, soit il comprend pas pourquoi je réagis comme ça, alors que j'ai mes raisons, parce qu'il y a eu beaucoup de choses accumulées, et d'un coup la soupape explose, je peux plus. Bah oui. De morale, c'est à l'intérieur, ça bouillonne tellement, et c'est vrai que, ou sinon, là par exemple, j'ai pas de nouvelles. Je suis chez ma maman, et c'est vrai qu'il a passé la journée chez sa belle famille, son ex-belle maman, et j'ai pas de nouvelles, parce que moi je suis au téléphone avec des angoisses, et je suis insupportable sûrement. Je pense que il me dit, ça va te faire du bien ton week-end en famille, tu vas un peu réfléchir là, mais moi je te souhaite une bonne après-midi, hein. Et il évite, il me parle tout calmement, et moi ça me rend folle, parce que je veux qu'il soit là, mais il fuit, il veut pas m'affronter. Il est pas à l'aise avec votre fragilité, en fait. Non. Vous voyez, il est bousculé lui-même. Vous êtes bousculé par ses comportements dans votre histoire, et votre fragilité qui est belle, hein, qui est humaine, et vos débordements d'émotions, ce qui arrive quelquefois quand on est très calme, tout d'un coup ça sort beaucoup de travers au mauvais moment, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais lui, il sait plus, et comme il sait plus, il vous renvoie à vous-même, et donc vous vous sentez encore plus seul, parce que au lieu d'être une aide, il y arrive pas, il est perdu, donc il dit ça va lui faire du bien d'être toute seule, et vous avez qu'une envie, c'est d'être avec lui pour être aidé. C'est pour ça qu'il faut pas que vous restiez seule, Brigitte, parce que ça va envenimer, c'est dommage, ça risque d'envenimer votre relation, parce que vous attendez beaucoup de lui, à la fois qu'il change et à la fois qu'il s'occupe de vous. Oui, qu'il s'occupe de moi. Voilà. Mais il y a deux demandes, hein. Il y a soit comme je voudrais que tu sois, mais occupe-toi aussi de moi comme je voudrais que tu t'occupes de moi. Oui. C'est trop. Enfin. C'est pression pour lui. Ouais, c'est trop. Il va prendre la fuite parce qu'il va pas arriver à gérer, et où il se réfugie dans la dans l'ex-belle famille. Complètement. Bah oui, vous voyez, c'est presque de l'acte manqué, quoi. Tout, je le sens à sa voix, et de savoir qu'il est bien là-bas et avec moi, il est froid, distant, et je me sens complètement. Je vois pas l'intérêt d'être avec moi si c'est pour ne pas sourire. C'est qu'il n'arrive pas. Il est trop. Je le bloque, je dois le bloquer, c'est sûr. Non, vous ne culpabilisez pas, Brigitte. C'est pas vous qui le bloquez, c'est lui qui est renvoyé à lui-même. Il est trop mal à l'aise. C'est deux miroirs. Donc. Il me l'a dit, il m'a dit ça. Ce sujet, il a dit je suis mal à l'aise. D'ailleurs, je t'ai présenté que 10% de mes amis parce que tu me fous mal à l'aise. Alors que dans les soirées, je suis absolument. Je suis sociable, c'est pas pour m'envoyer des fleurs ou quoi, hein, c'est juste les retours que j'ai eu d'autres personnes, parce que ça m'intéresse d'avoir les avis, mais c'est vrai que il me dit non, tu me mets mal à l'aise, mais bon, on était une soirée où ils ont bu, l'ami a quand même, avait vraiment trop bu, a uriné sur le portail de quelqu'un en bois. Je vais, mais c'est une blague, il est en train de faire ça, et il me dit, et lui rigolait, il a quand même... plus de 30 ans, moi je trouve pas ça drôle du tout. Pour moi, on perd son contrôle, il y a aucun respect, et il n'y a pas cette sensibilité. Et juste parce que je pense que d'autres personnes veulent parler, je veux pas maintenir l'antenne trop longtemps non plus, mais juste pour en finir, on a regardé le film Requiem for a Dream. Oui. Alors c'est l'histoire d'héroïnomane, c'est terrible, c'est l'histoire d'addiction, de solitude. Ce film m'a bouleversée, on l'avait pas vu tous les deux. Et à la fin de ce film, il m'a dit on éteint la lumière, voilà. Et moi je dis mais c'est pas possible qu'on dorme tout de suite, j'ai besoin de ton opinion. Est-ce qu'il y a une sensibilité par rapport à ça, pas au niveau de la dictologie, oui, mais de ce que vous aviez vu, j'aime ou j'aime pas, d'être impliqué, quoi, de communiquer. Et ça voilà. Et il a fui, ouais. Voilà. Alors je sais que j'ai ma part, hein, ça c'est sûr que. Oui, il faut faire le tri là, Brigitte, entre votre histoire, ce que vous avez mis de vous dans cette relation, et si du coup cette relation, elle vous apporte du bien ou pas du bien. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs choses à regarder là, et à décanter, à poser entre vous et vous. Parce que sinon, là, ça va aller de mal en pis, et vous allez vous blesser, et lui n'a pas l'air très à l'écoute non plus, parce qu'il est
pas très à l'aise non plus en lui-même. Donc voilà, c'est deux blessures qui risquent de se rouvrir. Oui. Et vous pouvez vous blesser l'un l'autre, ce serait dommage. Oui. Donc ce serait bien, Brigitte, que voilà vous alliez, je sais pas, consulter ou en tout cas réfléchir à vous, à défaire, à défaire un peu toute l'histoire. Oui. D'accord. Ouais. Restez pas toute seule avec ça, parce que ça devient pesant et lourd pour vous, et que votre attention, vos ressentis, tout ce que vous me dites là, c'est très légitime. Ne culpabilisez pas d'avoir l'opinion ou le jugement que vous avez. Vous l'avez, et il vous regarde, et il est cohérent avec vous, avec votre histoire, et vous exprime bien. Vous voyez, vous avez une bonne conscience des choses, donc c'est pas quelque chose de trop compliqué pour vous après. Ça va juste être, prenez votre temps là. Ça allait très vite en plus, l'histoire. Oui, donc, tout a été précipité. On dirait qu'on a une histoire de pas 10 ans, mais encore il y a de très belles histoires. Moi je connais des couples, ils sont merveilleux. Ça veut rien dire, mais c'est souvent le manque d'avant qui fait que l'histoire va très vite derrière. On a tellement manqué, c'est comme on crève de soif dans le désert, donc on se met à boire d'un seul coup. Elle était longue la traversée. Oui, c'est pour ça. Mais vous en voulez pas, parce que tout ce qu'on vit dans la vie, ça a du sens pour son chemin. Donc si vous l'avez fait comme ça, c'est que c'était votre besoin. Voilà, s'il y avait une raison. Donc ne soyez pas dans le regret à vous dire mais pourquoi. Non, c'est bon, c'est bien. Choix. Voilà. Et même ce que vous vivez aujourd'hui, c'est aussi une occasion de grandir pour vous. Oui. D'accord. Bon courage. Je remercie beaucoup. Vous avez une émission formidable. Vous êtes tous formidables. Merci Brigitte. Bonne nuit à vous. Merci d'avoir appelé. Au revoir. Merci. Europe 1, Sophie Peters, 39 21, 34 centimes la minute. Et puis avant d'accueillir Jean-Luc, des réactions, Brigitte, sur votre histoire, si vous nous entendez encore. D'abord au sujet du film dont vous parliez, Nico l'a vu aussi et il l'a marqué et il propose d'en parler avec vous. Mais alors Nico, à ce moment-là, il faut nous laisser votre numéro de portable pour le donner à Brigitte, parce que quand vous nous envoyez un SMS, on n'a pas toujours, sachez-le, votre numéro de portable. Et puis Sébastien vous dit que cet homme est peut-être un pervers qui prend plaisir à vous faire souffrir pour vous mettre à son niveau, car il sent que vous êtes plus forte. Oui, c'est effectivement possible. Il faut bien sûr étudier la question. Et puis Tom, qui dit que il faut peut-être penser à s'en aller ou à le quitter, voire à fuir. Olivier trouve que cet homme ne vous aime pas beaucoup, Brigitte, et que vous méritez mieux. Autant de réactions concernant votre histoire. Et puis j'accueille tout de suite Jean-Luc. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Sophie. J'imagine que vous voulez savoir pourquoi je vous appelle. En fait, oui, je peux vous aider. Je le sais déjà. Un petit peu stressé, excusez-moi. Oui, non, mais je vous comprends, mais je peux vous aider. Je le sais un tout petit peu grâce à l'écran, que remplissent consciencieusement Quentin et Asiba. Donc ça me permet de vous aider. Donc votre épouse est partie, pendant les vacances. Oui, en fait, on s'est d'un commun accord là pour l'été, on s'est séparés 3 semaines. Oui. Il se trouve que elle, par rapport à cette séparation, moi je devais rester seule. Et là, je suis seule effectivement, et je dirais entre guillemets, j'ai les tripes un peu à l'air parce que c'est vrai qu'elle me manque beaucoup. Et cette séparation, au départ, elle est liée à moi, à ma faute, parce que par le passé, ça fait 19 ans que nous sommes mariés, nous avons 2 enfants, j'ai 51 ans et elle a 44 ans, et il se trouve que par le passé, je l'ai trompée pendant une période qui était assez longue. Elle s'en est rendue compte. On avait eu un clash à ce moment-là, et puis elle m'a pardonné en fait. Et on est reparti sur des années. Et puis tout allait bien jusqu'au jour où j'ai fait un infarctus. Et à partir de cette période-là, je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai dû m'éteindre un peu, ou je sais pas, la peur Et il se trouve que j'étais plus tellement, je m'investissais moins. J'étais moins dynamique. Peut-être aussi moins rieur comme j'étais, parce que je suis quelqu'un d'habitude d'en jouer, et puis qui plaisante, qui a de l'humour, etc. Et comme c'est quelqu'un qui, elle, est toujours dynamique,
dynamique, toujours à entreprendre. Je me suis en fait retranché derrière elle, et je me sentais bien en fait parce que tout ça, mais par contre elle effectivement ça l'ennuyait. Et on est arrivé à un moment donné où on s'est ennuyé peut-être l'un et l'autre, et ça faisait peut-être 1 an et demi qu'il y avait des hauts et des bas, et qu'on se demandait si effectivement il y allait avoir peut-être un jour un clash ou quelque chose. On se posait des fois la question, mais on n'a pas su résoudre quelque chose à ce moment-là. Mais vous saviez dialoguer en tout cas, il y avait du dialogue. Il y a eu toujours de toute façon énormément de dialogue, parce que par rapport à cela, c'est vrai que nous sommes un couple qui dialoguons. En plus, on avait tout, je dirais, qui nous réunissait, tant au niveau, je dirais, de la cuisine, des loisirs, de plein de choses, parce qu'on aimait faire plein de choses ensemble, de la danse, même de l'amour, parce que c'est vrai que c'était quelque chose qui était important et qui nous réussissait bien aussi. Mais il se trouve que je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, mon regard s'est porté sur une personne, j'ai eu l'impression d'avoir un coup de foudre, et en peu de temps, il a fallu, ça m'a complètement déstabilisé, parce que je vivais dans une espèce de sentiment un petit peu de reclusion, et là j'avais l'impression d'être tout nouveau, d'être tout beau, d'être tout neuf. Et puis, malheureusement, effectivement, je me rappelle avoir été faire une marche avec elle, et je lui ai annoncé, et c'est vrai que ça a été un effondrement. Et après, je me suis rendu compte en fait que c'était qu'un feu de paille, parce que c'était quelque chose qui me convenait pas du tout. Et pourquoi lui avoir dit ? Parce que c'était, disons, j'avais déjà eu par le passé. Oui. Donc, ou qu'elle avait découvert, et vous avez eu peur. Et là, je voulais être franc, je voulais essayer je voulais plus revivre ça. Et il se trouve que c'était très difficile, effectivement. J'aurais jamais dû lui dire, parce qu'après après avoir pris conseil au tas, j'ai eu des tas de personnes avec qui j'ai pu en parler, avec des thérapeutes. Je fais en même temps tout de suite une thérapie comportementale et tout ça, et je me rends compte qu'effectivement, c'est quand même dommage d'avoir effectivement blessé. Il fallait que vous soyez sûr. Enfin, vous voyez, vous démarriez. Je ne l'étais pas. Ça, c'était il y a combien de temps ? Ça, c'était au mois de novembre 2009. Et là, donc, toute la période après, moi, le problème, c'est que j'ai cherché à faire une thérapie pour essayer de comprendre pourquoi j'en étais là et pourquoi je lui avais fait ça, et pourquoi, en fait, j'étais mal aussi avec elle, parce que il y avait une envie, quand j'étais loin d'elle, de lui faire plaisir, et quand j'étais avec elle, j'avais presque envie de ne plus la voir. C'était assez curieux, ce sentiment qui était complètement étrange, quand même, parce que... Oui, comme un paradoxe. Ni avec toi, ni sans toi, hein. C'est le titre de la film, Et là, disons que le cheminement que j'ai fait depuis a été quand même relativement long, et c'est que il y a peu de temps que je me rends compte qu'effectivement le chemin que j'ai envie de me tracer, cette route que j'ai envie de prendre, c'est une route que j'ai envie de prendre avec elle. Mais le problème, c'est que comme je suis tout de suite dans l'affect et dans l'affectif, et que je suis effectivement, comme je disais tout à l'heure, les tripes à l'air, parce que c'est vrai que j'ai très mal. Elle, du coup, de son côté, elle fait une thérapie aussi, mais elle fait peut-être une thérapie pour aussi se détacher de moi et vivre autre chose. Mais ce que je me rendais pas compte, et tout à l'heure si je vous ai appelé, c'est parce qu'une amie ce soir me disait, mais tu es trop dans l'affectif avec elle, laisse-la respirer. J'arrête pas de lui envoyer des textos, des messages, et là dimanche elle rentre, je voulais effectivement lui faire à manger, mettre un bouquet, etc. Mais elle me dit, mais deviens plutôt un homme et arrête de l'agresser. Ça veut dire quoi, deviens un homme? Je sais pas ce que c'est, moi. C'était dans ces termes, je suis un homme, c'est pas un problème, mais ça me fait rire, parce que disons, si vous voulez, dans une relation homme-femme, on a tendance effectivement à croire que l'homme est costaud, et la carrure, la personne sur qui on peut se reposer, avoir une épaule. Et il se trouve que effectivement, moi je lui ai fait un cadeau l'autre jour quand... Mais où vous en êtes l'un et l'autre dans le dialogue plutôt? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un dialogue? Est-ce que avant le départ en vacances, vous avez pu vous parler, faire un point, dire chacun où vous en étiez, l'un avec l'autre et l'un par rapport à l'autre? Est-ce que ça existe? Ou est-ce qu'il y a un sens unique et Disons qu'elle souhaite une séparation. Parce qu'elle a besoin de se retrouver, elle a besoin parce que le fait d'avoir déjà pardonné une première fois, alors c'est quelqu'un qui prend des notes sur des petits carnets depuis des années, et elle a relu ces petits carnets, elle se rend compte qu'effectivement il n'y avait pas que des belles choses durant ses 19 ans. C'est normal, hein. Un couple c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Non, c'est le meilleur et le pire, hein. Il y a le meilleur et il y a le pire, Jean-Luc. On veut toujours aujourd'hui que tout soit merveilleux et que tout aille toujours bien. Ah non, parce qu'un couple, il se renforce dans quoi? Dans les épreuves, dans la tempête. C'est là qu'on sait s'il tient, et c'est là qu'il se construit aussi. On se construit dans le conflit, dans un couple. Oui, tout à fait. Mais là, le problème, c'est que c'est peut-être une tempête de trop. Et alors, ce qu'il y a, c'est que du coup, moi, je lui ai dit effectivement que je l'aimais, que c'était effectivement... Et vous lui avez dit pourquoi? Parce que dire à quelqu'un qu'on l'aime, mais pour elle peut l'entendre comme quelque chose de plaqué après votre comportement. Est-ce que quand vous lui dites que vous tenez à elle, vous savez étayer votre propos et le fonder sur ce qui vous anime, sur vos valeurs, sur pourquoi elle et pas une autre?
Vous savez le lui dire, ça, Jean-Luc ? Peut-être pas facilement, effectivement. Ouais. Peut-être parce que c'est peut-être ça. Elle a, si vous voulez, 2 fois vous en avez choisi une autre. Elle, le je t'aime, elle l'entend plus. Elle a besoin d'entendre, c'est pourquoi moi alors ? Pourquoi moi aujourd'hui ? Pourquoi pas moi hier ? Elle a besoin d'avoir l'explication de texte de vos méandres. Qu'on ait, vous savez, on dit dans la morale populaire faire des coups de canif au contrat, on disait ça, on dit toujours un peu ça. Bon, c'est vrai que dans une histoire de couple ça existe, c'est vrai qu'on a des tentations, c'est vrai qu'on a des attirances avec des actes, pas des actes. Bon, ça se sait pas. Enfin, tout ça n'est pas à juger. Ça fait aussi partie d'histoires d'amour entre 2 personnes. Après, il y a une conscience de ce qui s'est passé qui s'établit. Et cette conscience-là, elle doit se dire pour que la confiance revienne. Parce que vous avez pris conscience de choses, vous vous êtes dit, là c'est un feu de paille, et puis cette femme, je tiens vraiment à elle, il faut que vous soyez capable de lui dire pourquoi, parce que c'est ça qui va la toucher au plus profond d'elle, ça va être authentique, elle va l'entendre. Le je t'aime, elle l'entend plus, elle y croit plus, elle peut plus y croire. Oui, mais ça, j'ai effectivement... Vous voyez, elle peut même douter de votre bonne foi, parce que se dire, il l'a dit à l'autre, c'est fastoche. Ça vous engage, c'est trop, enfin, vous voyez, toutes ces années ensemble, elle peut plus on l'entend au début, ça, mais après, non, on a besoin d'entendre quelque chose de plus ancré, de plus profond, de plus authentique. Par contre, dans les textos, des fois, que je sais qu'elle m'avait fait un texto il y a pas longtemps, elle me disait qu'elle me savait, du coup, sincère, mais que, il y avait effectivement d'autres paramètres maintenant aussi en elle. Elle est blessée, oui. Elle est blessée, puis elle a peur, c'est-à-dire que chat échaudé craint l'eau froide, ça fait 2 fois. Elle se dit, ce qu'elle a aussi besoin de tester aujourd'hui, c'est la confiance qu'elle met en vous. Vous savez si elle a eu d'autres histoires ou d'autres tentations ? Elle a peut-être eu des tentations, elle aussi. Disons que par le passé, elle se savait effectivement très séduisante, mais elle savait qu'en rentrant à la maison, son foyer, c'était ce qui comptait. C'était son foyer, son mari, ses enfants. Donc pour elle, mais elle a eu peut-être des tentations, peut-être qu'elle a eu aussi des sollicitations, ça je l'imagine très bien, mais elle savait que, et là maintenant, effectivement, l'autre jour, elle me disait, en fait, j'aimerais effectivement avoir la chance de rencontrer quelqu'un. Donc c'est vrai que dans quoi elle est maintenant, ça je sais plus, parce que c'est vrai que c'est une personne qui, comme vous disiez, qui était très blessée, donc elle a vraiment tellement plus confiance que effectivement on sait plus. Alors peut-être que je lui parle trop aussi de cette situation. Peut-être que vous parlez peut-être trop de vous dans le sens de votre besoin et pas de votre ressenti. Vous voyez ce que je veux dire, de votre besoin d'elle. Et elle, ce qui est important pour elle, c'est d'entendre à la fois qu'est-ce qui vous attache à elle et son importance pour vous. Donc elle a besoin que vous lui parliez d'elle. Elle veut comprendre quelle femme elle est pour vous. C'est même les bases et les règles de la séduction, hein. Et c'est souvent comme ça qu'on commence. Bien c'est sûr. L'unique. C'est pourquoi on est unique pour cet homme-là, pour cette femme-là. Et c'est dans cet unique qu'on se forge aussi, qu'on se crée. Donc il y a tout ça qui joue. Il y a une autre. Là, vous devez rentrer dans une autre phase de vous parler d'amour. Il faut aller plus loin maintenant, plus profondément. Si elle est importante, il faut remettre en place des actes, des paroles propres à lui redonner confiance et à pas lui donner envie d'aller voir ailleurs. Mais pour ça, elle doit se sentir unique. Mais le fait de l'attendre avec un bouquet de fleurs, un repas, etc., qui pourrait lui faire plaisir, est-ce que c'est pas trop ? Est-ce que c'est pas... Mais c'est très gentil, évidemment. Voilà. Mais elle, qu'est-ce qu'elle va se dire dans sa petite tête de femme ? D'accord. C'est qu'est-ce qui me dit qu'il l'a pas fait à l'autre et que c'est pas... Vous voyez, si ça sonne trop plaqué, trop évident, il y a le risque qu'elle l'entende pas parce qu'elle va le disqualifier tout de suite. Parce qu'elle va se dire, si c'est pour avoir fait la même chose à celle d'avant, ça m'intéresse même pas. Il faut que vous lui parliez d'elle, vous la connaissez, elle, vous savez ce qui la touche. Allez vers ce qui est parlant pour elle et ce qui la touche et ce qui fait sens dans votre histoire aussi, parce que vous avez une longue histoire. Donc c'est dans votre histoire qu'est la réponse à vous deux, dans le passé, dans ce que vous avez vécu, dans ce qui vous reste à vivre, dans les projets qui n'ont pas été réalisés. C'est là-dedans qu'est la réponse.
Vous voyez, parce que ça ne veut pas dire qu'elle va pas être touchée par le repas, le bouquet de fleurs, mais si elle est dans une phase où elle a besoin d'un peu de distance, en tout cas, si elle a besoin de distance, elle a aussi besoin de quelque chose de vrai qui sonne vrai pour elle et pour vous. Et donc on n'est pas. L'idée c'est d'abandonner la fusion. Là tout d'un coup vous avez un grand besoin d'elle. Mais interrogez-vous aussi sur cette envie de re-rentrer en possession. Regardez-la en tant que personne. Dans un couple on est deux, on se regarde en tant que deux personnes. Si c'est juste une nourriture à soi et qu'on fait le boa constrictor dans son coin en digérant l'autre, il est mangé, il n'existe plus. Oui, vous voyez, ouais. Donc voilà. C'est vrai qu'elle a des demandes par rapport à cela, par rapport au passé, par rapport à ce que l'on a vécu. C'est vrai qu'elle a des demandes, effectivement, peut-être parce que je suis quelqu'un de jaloux, possessif, et puis déjà par rapport à ça. Donc c'est vrai que le fait qu'elle, lorsque l'on sortait ensemble, c'est vrai que j'étais peut-être quelqu'un qui lui empêchait peut-être d'être naturel. Mais là, vous faites des suppositions. Est-ce que vous l'avez interrogée sur ses besoins ? Sur comment elle voit, à part le fait qu'elle dise bah oui j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, mais ça c'est aussi pour vous embêter un peu. Sur ses besoins effectivement par rapport à ce que je vous dis tout de suite, c'est vrai qu'elle veut avoir une certaine liberté et puis plus avoir cette pression peut-être que je mettais sans m'en rendre compte d'effectivement peut-être de l'empêcher d'être naturelle, de l'empêcher d'être relativement ouverte et comme elle est d'habitude, enfin peut-être quand elle est sans moi. Donc il y avait peut-être une double personnalité du coup qu'elle empruntait parce que il y avait ma présence et peut-être que donc ce sont des choses comme ça qu'elle me demandait aussi qu'elle voulait échanger. Et puis peut-être avoir plus de liberté si elle a envie d'aller voir, comme là elle va repartir la semaine prochaine avec une amie, elle me dit mais je te demande pas ton avis en plus, donc alors je sais pas, c'est vrai qu'elle a besoin de faire des choses, elle a besoin peut-être de s'éloigner de moi, mais voilà, est-ce que c'est complètement perdu, est-ce que c'est là les questions que je me pose, et c'est vrai que du coup ça me Demandez-lui quelle place vous pouvez avoir dans le chemin qu'elle a envie de suivre, où elle voit votre place. Interrogez-la interrogez-vous chacun sur comment, vous voyez quelle est son attente. Elle dit voilà bon, donc dis-lui alors qu'est-ce que t'attends de moi, comment tu me vois, comment tu me souhaites dans la relation. Puisque vous le savez pas et que vous faites des suppositions, plutôt que de faire des suppositions, interrogez-la. Parce que j'ai peur que tout de suite qu'elle me réponde, c'est que de toute façon, elle me dira peut-être, tout de suite, je sais pas où j'en suis et j'ai pas de réponse à donner et voilà. Donc, peut-être, mais prenez le risque. Ce que je disais en introduction, en amour, il faut prendre des risques. Tout à fait. Et si on est paralysé par ses peurs, non seulement on n'avance pas, mais en plus on projette. Alors ça, il y a rien de pire. Vous savez, projeter, c'est inventer et mettre sur l'autre ce qu'on croit être bon pour soi, et ça va pas vous faire avancer, puis ça va surtout vous faire prendre des mauvaises décisions pour vous-même de projeter. D'accord, oui, tout à fait. Donc, écoutez-la, écoutez-vous. Il faut beaucoup d'écoute là dans votre couple, Jean-Luc, de part et d'autre. Là, les situations de crise et de tension et de conflit dans les couples requièrent beaucoup d'écoute. D'accord, entendu, oui. Bon courage, Jean-Luc. Bon courage. Écoutez, Jean, merci beaucoup. Bonsoir. Merci, bonsoir. Europe 1, Sophie Peters. Alors avant d'accueillir Frédéric, Jean-Luc, sachez que votre histoire a beaucoup touché les auditeurs et que Chris, trouve votre histoire très belle et que les chemins sont faits d'embûches. Voilà, le meilleur et le pire, ce que je vous disais, Jean-Luc, donc sachez rebondir, vous dit Chris. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Sophie, merci de bien vouloir m'écouter. Oui. Et puis bravo à votre équipe qui a l'air de jongler avec tous les appels qu'ils reçoivent. C'est la vie Frédéric. Donc moi je voulais vous parler de quelque chose qui gâche ma vie. Oui. C'est l'obsession pour un homme. Et une obsession dont je n'arrive pas à me débarrasser. C'est des choses qui arrivent, je vous rassure Frédéric. Ça arrive à des femmes. J'entends ça dans votre émission, oui. Je suis certainement pas la seule. Oui. Mais c'est vraiment une prison mentale. Oui. Et à tel point que je ne sais plus, entre la lobotomie, l'exorcisme, ou les deux, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus comment me débarrasser de ça.
Et vous avez un peu réussi, Frédéric, à comprendre où ça s'attachait chez vous dans votre histoire. Qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez, à essayer de remonter un peu à la source? Oui, j'essaie, bien sûr, je crois avoir compris que ça a quelque chose à voir avec mon enfance et la relation que j'avais avec ma mère. Mais même si j'arrive à comprendre, comment faire pour arriver à se débarrasser? C'est la première fois dans votre vie, votre histoire, que vous vivez une relation, comme vous dites, addictive à un homme, où il y a eu des précédents, il y a eu un même scénario qui s'est répété plusieurs fois? Non, aussi forte que ça, c'est la première fois. Mais je n'ai jamais réussi, moi, à quitter quelqu'un. Jamais. Donc on m'a toujours mise à la porte. Le dernier, il a même trouvé mieux, il est mort. Oh non, c'est affreux. Non, il l'a sûrement pas fait exprès. Non, évidemment. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il n'était pas décédé, je pense que cette relation qui était chaotique aussi durerait encore. Oui. Oui. Et là, cet homme, donc là, vous disiez que vous l'avez connu pendant 5 ans et ça fait 5 mois que vous ne le voyez plus, c'est ça? Alors, je l'ai connu même pendant 6 ans. Je l'ai rencontré en juillet 2004. Oui. Ça fait 5 mois là que je ne le vois plus. Mais depuis le premier jour où je le connais, la relation que j'ai eue a été faite, que j'ai eue avec lui, a été faite de rupture, de reprise, là quand même 5 mois, c'est long, c'est long. Et si je ne lâche pas le morceau, si je peux parler comme ça, c'est parce que je sais qu'avec lui tout est réversible et que ça peut recommencer. Et c'est bien ça qui m'inquiète le plus. Je voudrais m'en débarrasser. Pourquoi il refuse de vous voir? Il vous dit pourquoi? Sur quoi il se base? Parce que je lui ai fait quelques petites entourloupettes, dans le sens où je me suis imposée à lui alors qu'il a horreur de ça. Lui, c'est je te vois quand je veux et il faut que tu sois là quand j'en ai besoin et tu disparais quand je ne veux plus te voir. Donc je le sais, c'est comme ça que ça fonctionne avec lui. Mais là, s'il ne veut plus me voir, c'est qu'il a plus confiance et il a peur de ce que je pourrais faire, parce que c'est un homme à femme, il n'y en a jamais eu une seule à la fois, toujours plusieurs. Et il y a de ça 1 an, sachant qu'il était avec la numéro 1, j'ai envoyé la numéro 2. Donc, évidemment, en lui faisant savoir que c'était moi qui l'envoyais. Ensuite, je l'ai quand même revu. C'était il y a 1 an. Oui. Je l'ai quand même revu pendant l'hiver, c'est-à-dire que je l'ai récupéré pendant l'hiver. Et puis, en mars, fin mars, alors que c'était son anniversaire, j'ai forcé les choses au lieu de lui téléphoner. Il faut toujours téléphoner. On peut pas arriver sans s'être annoncé. Donc là, j'ai enfreint les règles et la loi. Je me suis présentée ce soir-là chez lui, alors qu'il attendait l'autre. Et que je le savais. Mais Frédéric, c'est incroyable. Vous tirez les ficelles comme les ficelles d'un pantin. Ah non, dites-moi. C'est lui qui tire les ficelles. À vous écouter, si j'entends votre vocabulaire, la façon, je l'ai récupéré, je lui ai mis machin dans les pattes, etc. J'ai le sentiment, en tout cas en vous écoutant, que voilà, il y a le monsieur, vous êtes au-dessus, il y a vous savez, la petite croix en bois, les petites ficelles, et puis vous tirez à droite, à gauche, j'envoie une file, là je sais, là je... c'est pas un objet, Frédéric? Mais c'est moi qui suis un objet pour lui. C'est les deux. C'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Parce que là, vous dites, je lui ai présenté une femme, je me suis présentée chez lui en sachant qu'il était avec celle-là, je l'ai récupéré, j'ai fait... Vous voyez, vous me racontez l'histoire en me disant tout ce que vous faites par rapport au fait de le prendre, le laisser, le prendre, le laisser, le mettre... Moi, c'est juste ça que j'entends. Alors, peut-être que vous sentez aussi manipulé par lui, ce qui est possible, mais il rentre dans votre jeu. Vous jouez chacun un jeu très dangereux et un jeu à somme nulle, parce que c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Ah, c'est une relation qui est perverse, glauque et malsaine. Non, j'ai pas dit ça. Je suis juste... Ah, peut-être. Moi, je le dis. Ouais. Vous jouez. En tout cas, vous jouez. Vous jouez. Après, pourquoi pas? Mais vous jouez. Alors, on devient très addict au jeu. Hein. C'est comme de jouer à la roulette, hein, au jeu d'argent. Hein. Vous avez raison. Oui, il y a de ça. Ouais. Il y a de ça. Oui. Il y a je mise 5 sur le rouge impair et manque et je vois si je rafle ou pas, quoi.
Mais quand même, peut-être que je suis devenue perverse alors en entrant dans le jeu, mais au départ, j'avais pas compris que j'avais affaire à quelqu'un. Si vous voulez, sans employer des grands mots, perverse et tout, parce que là, c'est un peu dur pour vous. Je trouve c'est une histoire de pouvoir. C'est qu'à partir du moment où vous êtes addict et vous le dites très bien et vous tenez à lui, votre seule façon de le maintenir, c'est de le garder dans votre pouvoir. Quand on veut du pouvoir, on manipule pour garder le pouvoir. Donc, vous cherchez par tous les moyens à garder le pouvoir. Mais une relation d'amour ou avec un autre être, c'est pas une relation de pouvoir parce que ça abîme tout, ça a pas de sens. Le pouvoir, c'est faire de l'autre un objet de son bon vouloir. Oui, vous voyez, ça déplace. On enlève du sentiment pour mettre à la place quelque chose de, comment dire, du petit enfant. Vous avez parlé de la relation à votre maman et c'est intéressant. C'est le petit bébé qui est dépendant de l'amour de sa maman et du fait qu'elle lui donne à manger, qu'elle le couche, qu'elle le nourrit. Oui. Il est en situation de dépendance, l'enfant. Et tout tient au bon vouloir de maman. Puis un jour, il va chercher à s'émanciper. Mais quand dans l'amour, on reproduit ce schéma du petit enfant dans son berceau en dépendance de l'autre, entre adultes, on recrée de la manipulation, on tord le cou à l'affection, parce que c'est fini ça, d'être le petit bébé dans le berceau, c'est fini. Mais ce n'est pas une relation d'amour que j'ai avec lui, je ne pense pas. Ouais. Moi j'ai cru au départ que c'en était une, parce qu'il m'attirait beaucoup, et c'est vrai que pour lui j'ai eu des sentiments, mais vu la façon dont il a reçu mes sentiments et ce qu'il en a fait, je pense que j'ai décidé de les garder pour moi, mais de le garder lui quand même par-devers tout, et de mettre en place un autre système. Oui, c'est fusionnel. C'est très fusionnel, Frédéric. Et ce qui serait intéressant, c'est de vous interroger sur la nature de ce lien et sur qu'est-ce que vous nourrissez chez vous, qu'est-ce qui est essentiel pour vous, parce que vous pourriez le déplacer à ce moment-là. Ce serait plus centré sur lui. Ce serait plus lui l'objet. En fait, vous êtes dans une relation d'objet, enfin, pas pour reprendre un terme si trop compliqué, mais vous voyez, c'est l'objet de votre amour et vous focalisez tout dessus. Or, si vous commencez à dénouer des choses de votre histoire, ça va vous permettre de vous décentrer de lui. Lui, c'est le pantin, lui, c'est la mascotte, c'est le doudou. Mais malgré tout, c'est lui et personne d'autre. Oui, c'est le doudou. Alors qu'il est... je pense quand même qu'il est pervers et qu'il n'a pas de sentiments. En face de lui, il voit pas une femme ni un être humain. Il voit quelque chose qui pourrait lui servir. Il a été comme ça avec moi. Il est comme ça... il faut quand même que je vous donne quelques précisions. C'est-à-dire que j'ai toujours été sa confidente. Et il m'a jamais caché qu'il avait des relations avec d'autres femmes. C'est encore mieux que ça. Oui, mais vous avez dit, ou je me trompe, Frédéric, que vous les aviez favorisées, ces relations. Ah non, je ne les ai pas favorisées. Ah, je croyais que vous lui avez mis, vous avez dit, d'accord, je lui ai fait rencontrer... Non, j'ai pas fait ça. D'accord, non. D'accord. Du tout, il n'a pas besoin de moi pour ça. D'accord, d'accord, j'avais peut-être mal compris. Quand je l'ai rencontré, il avait une relation avec quelqu'un, une jolie petite, d'une 30aine d'années, qui avait donc 12 ans de moins que lui, et qui était là, en place, elle, mais dont il était fatigué. Donc, moi, je suis rentrée j'ai eu le statut de bouche-trou. Et puis, cas, les choses ont continué comme ça, je le voyais quand même assez souvent. Mais en plus de la jolie petite et de moi, il y en avait d'autres. Et à chaque fois qu'une Catherine, une Isabelle ou qui que ce soit passait la soirée et la nuit avec lui, j'avais le compte-rendu. Y compris le compte-rendu de ce qui se passait dans son lit. Rendez-vous compte. Et j'écoutais tout ça. Oui, non. Vous n'aviez pas écouté tout ça, Frédéric. J'aurais pas dû. Ouais. Mais c'est du pouvoir encore. Ça m'intéressait. Ça vous intéresse parce que vous avez l'info et l'information, c'est aussi du pouvoir. Vous cherchez par tous les moyens à le garder en votre possession. Donc, il faut absolument, pour essayer de plus vous blesser, vous détacher, d'abord, vous nourrir à d'autres sources, et puis comprendre tout ce que vous activez. Mais vous m'avez l'air assez lucide en même temps, Frédéric. Je suis très lucide et je comprends bien que je sais très bien que même si je reprends une relation avec lui, et je pense qu'à la longue j'y arriverai, parce qu'il se contentera pas de celle qui est en place maintenant et qui a été ma meilleure amie. Ça, faut quand même que je le dise.
Ouais. Elle a été ma meilleure amie, et puis elle a voulu s'installer et il l'a favorisé. Mais c'est pas moi qui l'ai mise en place, hein. Il est allé la chercher tout seul. Mais je pense que j'arriverai à le récupérer, comme je disais. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce que justement, ça va continuer comme ça. Voilà. Vous posez la bonne question, Frédéric. Pourquoi faire? Voilà, il y a. Je reçois un SMS qui vous dit: vous êtes un objet pour lui, vous faites pareil pour le garder, pour essayer de produire un déclic chez lui. Peine perdue, on ne fait pas d'un chien un chat. Frédéric, c'est très pertinent, oui. Voilà, je crois qu'il faut effectivement vous interroger vraiment sur tout ce que vous jouez bien à vous dans cette relation, d'accord? Et je vais vous quitter, Frédéric, parce que ça va être le journal. Bon courage à vous. Je peux ajouter quelque chose? Il est minuit, Frédéric, et c'est le journal. Je suis désolée, donc, je vous embrasse. Voilà, il est minuit 11 et nous sommes ensemble encore pendant 1 heure dans cette libre antenne. Vous pouvez nous joindre au 39 21 où vous attendent Assiba et Quentin au standard. Sinon, nous envoyez un SMS au 7 21 21 en commençant votre texto par le mot nuit, ou nous adresser un mail sur le site d'europe1.fr à l'émission Libre Antenne. Et puis, nous avons eu justement par mail des nouvelles de Claire. Claire qui nous appelait hier soir suite à l'appel de sa fille Olivia qui s'inquiétait pour sa maman. Claire qui avait envie d'en finir avec la vie malheureusement. Et puis ce soir, Claire nous envoie un très joli message pour nous remercier. Elle remercie Nelly, Lily, Ava, tous les soutiens qu'elle a reçus hier soir par SMS. Donc merci à vous tous les auditeurs qui nous écoutez. Et puis elle nous dit que ce matin, elle a réouvert ses fenêtres pour quitter l'ombre et revenir vers la lumière. Elle débute une nouvelle psychothérapie dès demain. Bravo à Claire. Et puis elle cite quelques lignes de mon auteur préféré que je vous ai souvent cité ces derniers jours dans les lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Une très jolie phrase qui dit: tous les dragons de notre vie ne sont peut-être que des princesses qui attendent de nous voir heureux ou courageux. Le don de soi est un achèvement. Voilà. Et elle nous dit aussi qu'elle n'abandonnera jamais Olivia. Merci Claire de votre très joli et très sensible témoignage et de nous avoir donné de si bonnes nouvelles de vous. Et puis, il est minuit 13, c'est l'heure de souhaiter un très bon anniversaire à Goudoun qui a 20 ans depuis exactement 13 minutes. Alors, très 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 bel anniversaire à Goudoun. Goudoun, il y a aussi Tifo qui vous souhaite par SMS un bon anniversaire. 20 ans le bel âge, disent les poètes. Voilà. Et puis, nous accueillons tout de suite Pierre. Bonsoir Pierre. Oui, bonsoir Sophie. J'ai un peu la boule au ventre, hein. Je suis un peu ému de vous parler là. Donc je vais essayer. C'est toujours normal, hein. C'est les premiers pas qui sont les plus difficiles à la radio. Oui. Bon. Mais je suis avec vous, voilà. Bon merci. Alors voilà, donc je suis marié depuis un peu plus de 25 ans à la même femme. Ça faisait à peu près 1 an que ma femme n'allait pas très bien. Elle avait d'ailleurs entamé une thérapie parce qu'elle trouvait que sa vie n'avait pas assez de sens et qu'elle ne trouvait pas réellement ce qu'elle voulait faire. Elle a découvert au travers aussi de cette thérapie un certain nombre de choses sur elle-même, sur ses parents qui l'ont déstabilisée, et en même temps aussi elle a eu une ménopause anticipée. C'est-à-dire que sa ménopause est arrivée beaucoup plus tôt qu'elle ne l'aurait souhaité, et ça aussi, ça l'a beaucoup affectée. Et dans cette situation, ça fait donc à peu près 12 mois, pas tout à fait, un petit peu moins, je me suis retrouvé au milieu de tout ça, et ma réaction, elle a été assez
je me sentais assez éloigné de ça, à vrai dire. Je me sentais mal pour elle, mais j'avais le sentiment qu'elle avait à solutionner des choses qui la regardaient, d'abord, parce qu'elle me parlait de sa famille, etc. Mais elle me disait aussi, au détour de conversation, que ça n'allait pas entre nous et qu'elle n'était pas heureuse. On a eu une vie assez agitée, on a beaucoup voyagé, on a beaucoup déménagé. Et donc, je savais déjà que cette vie avait été difficile pour elle. Et puis, dans le cadre de ces discussions, elle me disait donc qu'elle n'était pas heureuse. On faisait aussi de moins en moins l'amour. Elle venait se coucher en pyjama. Enfin, c'était pas particulièrement sensuel comme situation. Oui. Et donc, on s'est un petit peu, je pense, éloigné, voilà, mais sans vraiment le vouloir. Parce que moi, je me sentais malheureux de cette situation, mais j'avais une certaine fierté, je voulais pas l'exprimer. Oui. Et donc... et puis vous y trouviez pas votre place aussi, vous saviez pas comment. Non, voilà, je comprenais pas très bien ce qui se passait, je comprenais pas pourquoi ces choses-là arrivaient. Je comprenais que moi, j'avais... au débit du compte, mis pas mal de choses quand même, retiré pas mal de choses. Et donc là, cet été, on s'est retrouvés en vacances. Et dans les tout premiers jours de nos vacances, ma femme m'a annoncé qu'elle n'avait plus l'étincelle pour moi. Et qu'elle était à la fois très mal vis-à-vis de son propre problème, et que maintenant, elle n'était pas certaine qu'on allait continuer à vivre ensemble, que ça lui faisait très peur. Mais qu'elle ne ressentait plus ce qu'elle avait ressenti par le passé, même si elle me disait que je continuais à compter beaucoup pour elle, qu'elle avait passé de nombreuses années avec moi et que ces années comptaient, mais qu'elle n'avait plus cette flamme. Donc on en a beaucoup discuté. Elle m'a un petit peu expliqué plus clairement ce qu'elle me reprochait, ce qu'elle m'avait peut-être dit, mais que j'avais peut-être pas bien voulu écouter, si je suis honnête. Et là, ça résonnait. J'avais la tête dans la cloche. Donc j'entendais bien tout ce qu'il y avait à entendre. Et sur ces faits-là, j'ai eu une prise de conscience. J'ai aussi lu un petit livre là pendant mes vacances, par hasard, qui m'a un petit peu bouleversé. Ça s'appelle L'homme qui voulait être heureux. Oui. C'est un tout petit livre, très, très, très simple, mais qui m'a fait toucher du doigt un certain nombre de choses sur ma propre vie, mon propre parcours, et qui m'a fait dire que probablement j'avais des choses aussi moi qui n'allaient pas, et qui étaient venues interférer dans notre couple. Et ma femme m'a expliqué, suite à sa thérapie, ce que lui a expliqué un peu son thérapeute, sur probablement les motivations qui l'avaient conduite à se mettre avec quelqu'un comme moi, et qui lui apportait des réponses à ce qu'elle recherchait à l'époque, mais qu'aujourd'hui, elle n'était pas sûre que ces réponses, que ce que je lui apportais était ce qu'elle voulait, parce qu'elle est dans un grand doute. Donc tout ça aussi pour me dire que il fallait que moi j'entame une thérapie, ce que j'ai décidé de faire aussi. Je n'ai pas encore commencé parce que ça va se commencer en septembre, mais j'ai décidé de le faire et j'ai entamé moi une réflexion sur mon propre état. Et elle m'a aussi dit que elle ne souhaitait pas prendre une décision pour l'instant quant à notre séparation et qu'elle voulait se laisser du temps. Et qu'elle espérait que je lui donnerais aussi du temps et qu'elle voulait voir aussi peut-être comment moi je m'apprêtais à changer. Donc je suis maintenant dans cette situation qui est assez cauchemardesque. Et inconfortable, Voilà, parce que on va se retrouver là dans quelques jours, elle va revenir de vacances et on va être ensemble à la maison avec nos enfants. Et, en sachant qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus du couple. En sachant qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus du couple, que cette épée, moi je la ressens beaucoup pour moi, mais je pense qu'aussi pour elle, alors peut-être pas pour les mêmes raisons, parce que moi je me dis que si elle n'est plus amoureuse, alors elle me dit, ce sont des phrases qui résonnent, elle me dit qu'elle m'aime, mais qu'elle n'est plus amoureuse. Et vous, Pierre, parce que vous me parlez beaucoup d'elle, et vous ? Moi je suis très amoureux d'elle.
D'accord. Donc vous avez fait le point, voilà, sur vos sentiments et vous tenez à elle. Oui. D'accord. Oui. Alors je n'ai pas fait ma thérapie. Alors peut-être que je vais découvrir des choses et je vous avoue que ça me fait un petit peu peur. Non, on découvre pas. C'est toujours amusant. Voilà, on a toujours des croyances sur la thérapie en se disant je peux y aller parce que si je découvre des choses, alors ça va tout foutre en l'air et voilà. Non, vous inquiétez pas. Il n'y a pas des effets de surprise. Il y a des prises de conscience de choses qui sont déjà là. Donc non, il n'y a pas de magie derrière tout ça. Mais par contre, je trouve dans votre histoire, Pierre, énormément d'éléments positifs et je suis très touchée par ce que vous racontez parce que vous voyez, ça fait donc 26 ans que vous êtes ensemble et vous êtes un très beau couple en questionnement et en chemin avec beaucoup de prudence et de respect de l'autre. C'est-à-dire qu'elle jette pas tout. Vous non plus. Chacun a l'air de prendre ses responsabilités. Peut-être que même vous avez l'air d'en prendre beaucoup plus qu'elle par rapport à la relation. Or là, il faudrait trouver un équilibre parce que il y a sans doute aussi des choses qui vous conviennent pas de sa part. Et puis, quand on s'est rencontrés il y a 26 ans, on avait effectivement, comme l'a dit très justement son thérapeute, oui, vous aviez chacun un besoin et puis chacun correspondait aux besoins de l'autre. Puis sur ce, la vie avance et puis fort heureusement, on évolue, on grandit, on change, tout simplement, et on n'a pas les mêmes besoins. Donc, ça fragilise la relation de couple parce que on a arrêté l'autre ou on l'a mis dans une case ou dans un rôle qui correspondait, puis on a chacun avancé, puis on n'a pas toujours réévalué les identités l'un en face de l'autre. Et c'est peut-être ça le travail qui vous manque. Ça ne veut pas dire que vous correspondez plus, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de réévaluation. Il n'y a pas eu, sans doute, chacun est resté dans l'image de l'autre d'il y a 26 ans ou dans le besoin. Or, vous lui apportez sans doute des choses qu'elle ne voit peut-être pas et qui sont nouvelles et qu'elle y trouve. La preuve, c'est qu'elle est encore là, mais qu'elle est dans le doute. Si elle reste accrochée aux besoins de la jeune femme, mais elle n'est plus une jeune femme, donc elle est dans autre chose. Et puis, à contrario, il se peut aussi que, vous ayez ça colle plus du tout parce que on est devenu trop différents. Mais encore une fois, ce que je trouve extrêmement positif, c'est que vous parlez de choses essentielles, Pierre. Et c'est très rare au bout de 26 ans. Rendez-vous compte que vous arrivez chacun à exprimer, encore une fois, avec du respect, avec de l'attention, avec du temps. Vous jetez pas, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. Ce qu'on voit régulièrement dans toutes les séparations aujourd'hui et dans les divorces. C'est du jour au lendemain, c'est ça va plus, ça va plus, on s'en va. Vous êtes en train de dire tous les deux ça va plus et on va chacun s'interroger du pourquoi ça va plus. Après, vous en tirez les conséquences. Alors bien sûr, c'est inconfortable, ça fait peur. Je suis bien d'accord avec vous, mais c'est essentiel. C'est pas seulement que ça fait peur, c'est que de vivre au quotidien à oui, côté avec de quelqu'un qu'on aime, les enfants d'abord, même si pour moi les enfants sont grands, mais moi, les enfants, je les sens protégés. Oui, c'est ce quotidien qui vous inquiète. C'est comment gérer la relation au quotidien quand je sais ce que je sais. Voilà, je suis amoureux de ma femme. Je sais qu'elle ne l'est plus de moi. En tout cas, c'est ce qu'elle me dit. Mais elle me donne un peu d'espoir en disant que je compte pour elle et que j'ai toujours compté. Mais je sens bien que... je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas profondément. Oui, mais Pierre... J'ai envie de vous conseiller, de vous dire de rester tranquille dans le sens de la tranquillité d'esprit et intérieur dans votre quotidien parce que vous êtes assez sûr de vous, sûr de vos sentiments. Restez bien ancré dans votre authenticité. Vous n'avez pas à bouger votre comportement parce que c'est elle qui aujourd'hui est dans un questionnement et c'est elle qui cherche des réponses. Donc les réponses, elle va aussi les prendre dans votre attitude, bien entendu, mais plus votre attitude sera juste dans ce que vous avez envie de défendre, c'est-à-dire cet amour et cette histoire de couple, plus elle pourra y croire, plus elle aura des repères. Son repère, ça va être votre façon d'être vous-même. Donc, il faut surtout pas vous trahir. C'est-à-dire, ne modélisez pas votre comportement sur elle en y projetant des choses et en vous disant, bon, alors là, elle va pas bien, là, elle a dit ça, là, soyez pas à l'affût pour vous suradapter, parce qu'en vous suradaptant, vous risquez de mal interpréter ce qu'elle a
ce qu'elle agit ou ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit, et d'être à côté de la plaque, et du coup vous allez être moins authentique et elle aura plus de mal à se positionner. Alors que si vous êtes ancré dans votre amour, puisqu'amour il y a et amour vous le dites et c'est magnifique, restez surtout dedans, parce qu'il n'y a rien de plus formidable que vous puissiez lui apporter aujourd'hui. C'est un besoin. Elle l'entend pas, ou elle le voit pas, ou elle le reçoit pas, parce qu'elle est dans sa propre contradiction de femme. Elle est dans un moment délicat où sa féminité est malmenée par son corps, dans une histoire de parents qu'elle est en train de retravailler, de redécouvrir. Donc c'est un peu comme si, vous voyez, elle sait plus quoi faire de son couple dans cette nouvelle configuration. Mais si vous restez le capitaine du navire et que vous gardez le cap, elle peut se rallier, elle peut être rassurée. Ça peut l'apaiser parce qu'elle sait qu'elle peut compter sur vous. Vous comprenez ce que je veux dire, Pierre ? Oui, et que c'est vrai que le danger serait de tenir tellement compte de son histoire que vous allez modifier vous-même ce à quoi vous croyez. Vous avez des valeurs, il faut bien rester ancré dedans. C'est aussi pour ça qu'elle vous a choisi et qu'elle vous aime. Donc l'accompagner, c'est être attentif dans le sens de l'écoute, c'est-à-dire qu'elle comprenne qu'elle peut vous parler, que vous recevez ce qu'elle vous dit, que vous êtes un vrai compagnon de route pour elle dans sa difficulté. Donc de respecter son temps, quoi, de lui donner le message, et dans votre comportement, le fait que vous respectez éminemment qui elle est et son chemin et son questionnement, et puis que vous allez faire le vôtre et continuer à dialoguer aussi beaucoup ensemble comme vous le faites. Il y a Cathy qui réagit à votre histoire et qui dit: c'est formidable, un homme qui s'investit autant, c'est rare. Oui, je crois que votre investissement est votre force dans cette histoire. Et puis aussi, il faut prendre conscience, et ça vous pouvez lui dire quand même à votre femme, c'est que on croit toujours, au bout de tant d'années, on compare sa relation d'aujourd'hui à la relation d'hier, en disant je suis plus amoureux parce qu'il n'y a plus l'étincelle, parce qu'on s'aime plus comme il y a 26 ans. Mais c'est impossible, Pierre. Vous avez eu des enfants, vous avez vécu plein de choses, etc. Bien sûr que l'amour évolue, bien sûr qu'il bouge. Vous voyez, je vous recommande là le livre dont je parlais en début d'émission, L'éloge de l'amour, là, d'Alain Badiou, ce philosophe dont je parlais, parce qu'il en parle très bien de ça. Il parle très bien de ce parcours de l'amour, de cette évolution. Bien évidemment qu'au bout de 26 ans, oui, vous pouvez dire à votre femme, oui, bien sûr, parce qu'elle croit aujourd'hui qu'elle ressent plus rien, parce qu'elle n'a pas la vibration ou l'étincelle des premiers moments. Mais de quoi de plus normal, ce qu'elle réalise peut-être pas, c'est que si vous vous séparez, elle peut être complètement amputée au bout de 26 ans. Hein. 26 ans, vous êtes chacun le membre de l'autre, et vous êtes construits ensemble, vous êtes tricotés ensemble. Vous avez une histoire tricotée, très fortement. Alors, se quitter, oui, mais alors détricoter avant, parce que vous avez risqué de vous blesser. Sauf si l'amour était mort. Vous voyez, je dis ça parce qu'il y a encore beaucoup de sentiments de part et d'autre. Il y a des couples au bout de tant d'années où, en fait, c'était mort depuis longtemps, et la séparation ne vient qu'acter le fait que l'encéphalogramme du couple était déjà plat. Vous voyez, la ligne, elle bip, 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 quoi. C'est pas votre cas. Et c'est pas son cas à elle, parce que la façon dont elle vous parle, elle se sent perdue dans ses sentiments vis-à-vis de vous. Mais elle dit, il me faut du temps, est-ce que tu acceptes le deal ? Donc elle laisse la porte grande ouverte. Elle n'est pas en train de prendre les jambes à son cou et de dire, c'est sûr que je t'aime plus. Elle est chamboulée parce que c'est sûr aussi qu'avec la transformation de son corps, elle a plus les pulsions qu'elle avait de sa jeunesse, et elle peut penser que ces pulsions-là étaient les pulsions d'amour, que les pulsions n'étant plus là, elle vous aime plus. Vous voyez, elle peut faire un global. Mais ça aussi, elle peut voir ça aussi avec son gynéco, vous voyez. Enfin, elle peut, ça aussi, pour retrouver la sensualité du couple et l'intimité, ce serait bien pour vous de retrouver le dialogue des corps. Justement, sa gynéco lui avait conseillé de ne prendre aucune décision importante compte tenu de ce qui lui arrivait. Raison. Elle l'avait alerté. Bon, je pense que ma femme ne lui avait rien dit, mais c'est la gynéco qui est spontanément. C'est bien. C'est cette remarque. Oui, parce que c'est ce que je vous dis, elle est chamboulée par son horloge biologique, et elle peut en tirer des conclusions qui peuvent ne pas être les bonnes.
parce que son corps ne répond plus comme avant. Mais ça aussi, peut-être, Pierre, il y a moyen pour vous de l'accompagner, de la rassurer dans sa féminité. Là, elle a énormément besoin de vous, d'une présence, voilà, il y a peut-être un dialogue des corps à retrouver ensemble, à lui proposer de nouveau, parce que vous, quand vous décrivez la situation, quand elle se couche, évidemment, vous êtes en attente d'une sensualité. Elle n'est pas en mesure de vous la donner, mais vous pouvez peut-être le faire pour elle. Mais là, justement, cet été, on a refait l'amour à nouveau, et elle est venue en disant que c'était instinctif chez elle, qu'elle en avait besoin, et que donc c'était un peu comme si elle voulait me préciser que c'était pas incohérent par rapport à ce qu'elle m'avait dit avant. Mais ça a été en réalité une situation assez blessante parce que le lendemain on en a reparlé et justement je disais que c'était quelque chose qui nous accordait bien et je lui disais on a fait l'amour et elle m'a dit non, tu m'as fait l'amour, je n'ai pas fait grand chose. Donc je sais pas comment il fallait que j'interprète ça. Ça aussi ça elle a peur d'être disqualifiée, elle se sent pas bien, vous voyez, elle c'est une façon de vous dire elle est inquiète de pas arriver à voyez, à être la même. Elle peut vouloir fuir la relation de peur qu'elle se fane. Vous voyez, c'est jeter les fleurs avant qu'elle se fane, mais les fleurs, elles se faneront peut-être pas forcément. Il y a des fleurs séchées qui sont très très jolies. Oui. Hein, il y a des bouquets de fleurs séchées magnifiques. Donc, elle est inquiète, elle est super inquiète. Et elle vous dit ça parce qu'elle se sent pas au niveau entre guillemets, enfin plus femme comme elle aurait envie d'être femme. Donc elle se blesse même presque en vous disant ça. Genre, t'as tout fait et j'ai rien fait. Alors, elle a énormément besoin que vous la rassuriez. Et je suis sûre que Pierre, vous saurez le faire. Elle vous tend des perches. Alors vous, ça peut vous blesser dans votre orgueil masculin et ça se comprend. Mais c'est qu'en fait, elle, à la fois, elle vous teste et elle vous recherche dans. Mais dis-moi que je suis une femme. Dis-moi que j'existe. Dis-moi que voilà que je suis encore l'unique pour toi. C'est ça elle a besoin d'entendre. Elle doit être en pleine anxiété en ce moment. Et ça se comprend. Et ne ressassez pas trop le passé parce que j'ai entendu beaucoup de culpabilité de votre part quand vous avez raconté votre histoire, beaucoup de torts. Vous savez, on est deux dans une relation, on est deux dans une histoire, et les torts sont toujours des deux côtés. Enfin, vous voyez, on est l'un et l'autre avec l'un et l'autre, et bon, il y en a pas un. Voilà. Bien sûr, il y a des relations un peu plus tordues, hein, mais je dis, voilà, dans une histoire longue comme ça, quand on l'a construit à deux, bon, bah oui, on n'est pas parfait, quoi. Mais ni l'un ni l'autre, encore une fois. C'est toucher sa limite et sa fragilité. Écoutez, merci Sophie. Ouais, bon courage Pierre, mais merci. Bravo, merci et bonne route et beau chemin avec votre épouse. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Merci de nous avoir appelés. Bonsoir. Merci, bonsoir. Sophie Peeters, jusqu'à 1h sur Europe 1. 39 21 34 centimes la minute. Et puis nous accueillons tout de suite Sandrine. Bonsoir Sandrine. Oui, bonsoir. Ben, déjà, votre émission elle est très bien. Elle est tellement bien que d'ailleurs toute l'année dernière, j'ai quitté mon bureau à 10h en me disant comme ça, à 11h pile, je suis arrivée à la maison pour écouter avec Caroline Dublanche et tout. Et donc là, voilà, moi, je vous appelais pour un problème plus, c'est un problème plus familial que ce que je viens d'entendre. Allô ? Oui, je vous écoute. Ouais. Oui, je vous écoute. Ouais. Voilà, en fait, en 2008, j'ai eu deux personnes. Enfin, deux personnes. Oui, j'ai eu mon cousin qui est décédé en juillet 2008 et ma mère qui est décédée pendant les fêtes de Noël 2008. Et c'est un peu compliqué à expliquer. En fait, oui. Ils sont décédés de la même façon. Et là, je vais partir en vacances. Alors bon, jusqu'à maintenant, j'ai travaillé. Oui. Ce
ce qui faisait que j'y pensais beaucoup, mais quand même moins que maintenant. Et là, je pars en vacances, chez votre tante, c'est ça? Voilà, chez ma tante qui a perdu donc son fils. En 2008, mais vous avez également perdu votre maman, c'est ça, en 2008? Ouais, voilà, tout à fait. Qui est la sœur de votre tante? C'est ça? Non, qui est la non, c'est pas la belle-sœur de ma tante. Ah oui, c'est pas la même branche. D'accord, ça c'est la branche paternelle, d'accord. Qui est la femme de mon père, quoi. Enfin, voilà. D'accord, oui, d'accord, ouais. J'ai compris. Ouais. Voilà, donc non, rien à voir. Oui, c'était pour savoir s'il y avait un lien. Ouais. Non, il n'y a rien à voir. Et c'est la première fois que vous allez les revoir depuis ces événements, c'est ça? Oui, tout à fait. Et alors, bon, jusqu'à maintenant, ça allait. Et puis là, plus les jours viennent, plus je stresse. Oui. Et en plus, plus je retarde mon billet de train, d'ailleurs. Ouais. Là, j'aurais dû partir le 12. Et vous arrivez à identifier, Sandrine, qu'est-ce qui vous inquiète, qu'est-ce qui vous stresse le plus? Oui, c'est-à-dire que, oui, je pense, parce qu'en fait, je crois que toutes les deux, on n'a pas fait la même chose au niveau du deuil. Comme me disait mon père, parce que ça fait 6 mois heureusement, mon père était avec moi quand... Enfin, heureusement. Je ne sais pas si c'est heureusement, d'ailleurs, parce que j'ai un peu l'impression que c'est le fait que j'étais avec mon père que ma mère soit décédée. Mais enfin, c'est un peu une autre histoire. Ouais. Mais mon père me disait, mais c'est vrai que ta tante, elle met toujours son fils au milieu de la maison. Enfin, c'est vraiment... c'est un peu comme s'il y avait un conflit à l'intérieur de vous, c'est-à-dire le fait que vous allez aller dans cette famille, l'important ce sera lui, alors que pour vous l'important c'est votre maman, un peu comme si non, c'est pas ça, d'accord. Pas du tout, non, au contraire. Quand vous dites elle met, qu'on parle de personnes, qu'on essaye de. Pardon. Non, parce que mon cousin, c'était vraiment mon cousin. Vous voulez dire que votre tante, elle fait un peu comme si rien ne s'était passé? Si, justement, elle est trop. Enfin, moi, mon père m'a dit, elle met un cierge, elle a toujours sa photo devant avec le cierge et tout, et même ses frères à lui, donc j'y porte de moins en moins, et moi, j'aurais du mal aussi à voir mon cousin. C'est-à-dire que moi, j'ai vu tout à fait les choses de façon différente. Quand ma mère est décédée, j'ai pas pu regarder. Enfin, j'ai regardé les photos de ma mère avec mon père. Mais j'ai pas pu les voir avant 3-4 mois. Oui, elle est plus dans le souvenir qu'elle continue à faire vivre, et vous avez pas envie d'être confrontée à ça, en fait, c'est ça, Sandrine? Voilà, exactement. Oui, je comprends. Mais voilà, que vous ayez pas envie d'être confronté à ça, ça se comprend, parce qu'on est différents, enfin chacun est différent, et il y a une autre façon de vivre ce deuil. Mais voilà, elle c'est sa liberté, elle est chez elle met une photo, un cierge, enfin, vous voyez, après c'est comment chacun s'organise, s'arrange pour le vivre. Par contre, si pour vous, la question qu'il faut que vous vous posiez, Sandrine, c'est dans quelle mesure je suis capable ou pas de supporter cette situation, si vraiment le fait d'aller chez elle est pour vous, ravive quelque chose de trop douloureux, il faut vous interroger. Vous voyez, sur qu'est-ce que vous êtes. La question que je me pose. Ouais. Mais ce qui serait intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui vous secoue le plus, c'est-à-dire le fait qu'elle vive au contact de son disparu et que vous ayez, disons, travaillé autrement votre deuil, et du coup vous vous sentez déphasé en vous demandant où est le juste, où... C'est ça, ou comme si ça vous crée un challenge pour vous-même, comme si vous vous demandiez si votre comportement est le bon, qu'est-ce que ça active chez vous? Pas vraiment, en fait. Finalement, en quoi ça vous dérange, Sandrine? C'est ça la question. En quoi ça vous dérange? Une bonne question. Parce que c'est vrai que... Non, c'est vrai que... Je crois que j'ai même pas vu une... Enfin, si, je l'ai vu... J'ai vu une photo de mon cousin quand je suis allée chez ma mère, qui elle-même était décédée, puisque on avait fait des trucs, et ça m'a fait vraiment mal, quoi. Mais c'est vrai que je sais pas, j'ai du mal, parce que
j'ai eu toujours du mal depuis 2008, depuis que ma mère est décédée aussi. Parce que toutes les fêtes, je les appréhende, quoi. Son anniversaire, la fête des mères, ma fête, mon anniversaire, bien sûr. Ouais. Tout ça, je les appréhende, puis en même temps, je les surmonte, quoi. J'arrive à surmonter. Oui, parce que vous les vivez pas entièrement. Vous arrivez, comme vous dites, à les surmonter, parce que vous arrivez un peu comme... on balaye sous le tapis ce qui nous dérange, vous échappez, et là, aller chez votre tante, ça va être d'être confronté à quelque chose de réel. Or, Sandrine, vous savez, j'avais un peu expliqué un soir les 5 phases du deuil. Alors, je vais vous les redonner, si vous allez comprendre comme ça un peu. Mais j'ai l'impression que j'en ai fait une partie, mais... Oui, mais sûrement, parce que, en fait, c'est une boucle. En fait, c'est comme un circuit, comme un jeu de piste ou de plateau dont on passe son temps à repasser sur des cases et à y passer quelquefois un peu plus de temps, voilà. Et que quand vous allez chez votre tante et que vous voyez la photo, le cierge, etc., vous repartez dans votre propre déni. En soi, c'est pas grave parce que c'est des étapes on repasse souvent d'ailleurs par l'étape la plus compliquée, la plus difficile. C'est celle qu'on a le plus de mal à passer, c'est celle qui revient. C'est pas marrant, mais c'est souvent comme ça. C'est parce que celle-là est la plus dure qu'elle passe son temps à revenir. Donc peut-être que là, le séjour, il vous angoisse parce que vous allez être de nouveau confronté. En plus, c'est la phase première, c'est le moment du choc. C'est la première fois que je vais... Ouais. Donc vous allez réactiver un choc et vous êtes inquiète. En même temps, Sandrine, si vous êtes bien au contact de vous-même et bien en conscience de cette inquiétude, ça peut être très intéressant d'y aller. Si, vous voyez, quand je dis très intéressant, c'est que vous savez que vous avez peur. Vous commencez, là un peu en parlant ensemble, à savoir de quoi vous avez peur. Si vous continuez un petit peu d'ici le départ à bien y penser, à pas l'évacuer, à pas le sous-évaluer, à pas en faire quelque chose justement d'anodin, de même pas mal, vous pouvez décider d'aller vous y confronter en sachant que ça va vous bousculer, mais ça peut vous permettre de passer l'étape. Mais il faut accepter le deal, quoi, vous voyez ? C'est pas agréable, hein, mais comment dire, souvent les souffrances de la vie ou les étapes inconfortables ou difficiles, elles nous sont essentielles. On fait pas l'économie, malheureusement, mais c'est comme ça, de la souffrance, mais c'est une autre phase du bonheur. Enfin, ça va ensemble et c'est parce que vous traversez ça que vous pouvez vous libérer. Ça peut être une libération. Ça peut être vécu comme tel si vous êtes bien consciente du pourquoi, comment, de tout ça, de tout ce qu'on est en train de se dire là. D'accord. Mais il y a un risque, il faut le connaître et le savoir, qui est de pas bien le vivre. Mais vous savez, ça me fait penser, c'est vrai, à l'hôpital ou en médecine, on essaye, et c'est tant mieux, hein, d'évacuer la souffrance. Mais du coup, la souffrance psychologique, on fait tout dans nos vies aussi pour l'enlever. Quelquefois à tort, parce que elle nous est essentielle. Elle est un véhicule, elle est un moyen de passer à une autre étape. Et que notamment dans le deuil, la souffrance du deuil, elle est une opportunité de détachement. Donc là, effectivement, vous allez y aller. Effectivement, ça va être douloureux. Vous le savez. Et vous pouvez le regarder en face. Et ça va vous rendre très forte, Sandrine, sans doute, pour la suite. D'accord. Ça peut. Mais interrogez-vous. Soyez pas dur avec vous. Hein. Vous vous forcez pas, surtout, Sandrine. Écoutez-vous bien. Justement, j'ai peur de craquer là-bas. Si je craque, mais c'est pas grave. Pourquoi, après tout, vous êtes toutes les deux des femmes dans un deuil terrible. Elle, son fils, vous, votre maman. Donc des liens totalement essentiels à l'individu. Justement, c'est peut-être le meilleur endroit pour craquer, Sandrine. Vous entendez bien avec elle? Vous aimez cette femme? Vous avez une bonne en fait, ça affection. fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu toutes les deux. Hein. Ouais. En fait, j'ai très peu... Ça peut vous rapprocher. Jusqu'à maintenant, j'étais tout le temps en vacances avec ma mère, malheureusement. Ouais. Et c'est un peu des trucs que j'ai, c'est que j'ai jamais, je remarquais l'autre fois que j'ai jamais passé de vacances en dehors de ma mère ou de mon père. Comme je pars très peu en vacances, à chaque fois, c'était ma mère qui me demandait. D'accord, mais c'est une Et la dernière fois que je suis allée chez mon père, c'est là que ma mère s'est suicidée, en fait. Oh là là. Et c'était en plein dans les vacances de Noël. Et donc vous avez aussi la pression. En Indonésie. Ouais. Donc mon père est en Indonésie maintenant, donc
j'ai plein de trucs assez compliqués. Quoi. Ouais, vous avez l'impression d'avoir trahi. Je ne connais pas bien ma famille. Oui, et puis il y a l'angoisse de trahir votre maman, enfin de répéter un drame. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de choses, Oui, mais alors, c'est d'autant plus intéressant, Sandrine, que vous allez peut-être découvrir une alliée, ou en tout cas quelqu'un qui peut entendre votre souffrance, parce qu'elle est dans une souffrance un peu comparable, et du coup, ça peut être d'une grande aide. Mais on ne sait pas, encore une fois. J'imagine, mais on peut imaginer que quelque chose puisse vous rapprocher. Si c'est une femme de cœur, si vous pouvez y trouver du bon. Et puis si vous y trouvez quelque chose qui vous convient pas, faudra aussi l'écouter et peut-être du coup écourter le séjour et en tirer des conséquences pour vous. Mais prenez le risque de vivre ce moment-là parce qu'il peut être intéressant et en ne le vivant pas, vous échappez à quelque chose. C'est peut-être dommage. De toute façon, je crois que je les cours de moi-même parce que je devais y aller le 12. Ouais. Ensuite, j'aurais dit que j'allais arriver le 20. Ouais. Et finalement, je vais venir le mardi 24, je crois. Donc, finalement, c'est moi-même qui les courte. C'est pas grave, vous prenez... inconsciemment, et je vais rester jusqu'au 3, donc ça va me faire moins de temps. Oui, c'est peut-être... C'est bien 10 jours, C'est bien, c'est le temps que vous pouvez supporter. Allez-y doucement. Je serai en plus, je serai au bord de la mer et tout, ça va me faire profiter un peu du... Et puis, vous inquiétez pas si vous craquez, Sandrine, c'est peut-être la meilleure personne avec laquelle vous pouvez craquer. Peut-être, vous avez raison. N'ayez pas peur. Moi, en tout cas, la plus proche et la plus en empathie avec ce que vous vivez, ce qu'elle vit ça rapproche. Bon courage, Sandrine, et bonnes vacances alors. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Merci, au revoir. Sophie Peters sur Europe 1. Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir. Donc moi je vous appelle pour savoir un petit peu la relation si ça va continuer la relation avec mon ami, car je suis gay, donc homosexuel. Donc j'ai rencontré mon ami il y a à peu près 20 mois, donc ça s'est très bien passé au départ. Il m'a surtout aidé à affirmer mon homosexualité. Et puis ce monsieur, donc Christophe, il a des soucis aussi de santé, il est bipolaire. Donc beaucoup de soucis depuis, on va dire, grosso modo 1 an. Donc là, je l'ai forcé un petit peu aussi à reprendre un peu une activité professionnelle, ce qu'il a fait. Donc il est reparti en formation. Il est soigné Oui, il a un traitement, mais malheureusement, son traitement, par moment, les bipolaires, quand ça va mieux, il l'arrête et il replonge à chaque fois. C'est pour ça que je vous posais la question, Et il replonge à chaque fois. Donc là, il est parti en formation pour faire une formation de réceptionniste sur l'île. Moi, j'habite dans la Sarthe. Et donc là, depuis 3 semaines à moi qu'il est parti. Et bon, alors des moments, il m'appelle, d'autres moments, ça va plus. Mais il est quelques jours sans me parler, une semaine sans me parler. Et là, cette semaine, il m'a rappelé, parce que la semaine dernière, il a été hospitalisé parce qu'il a fait une crise d'angoisse. Parce que moi, j'ai fait aussi, malheureusement, j'ai des soucis personnels, donc plus le départ de Christophe, mais c'est pas dû qu'à son départ, j'ai fait une tentative de suicide le 17 du mois dernier. Donc là maintenant, moi je vais mieux, bien entendu, mais lui, voilà, ça va pas. Là, il m'a annoncé depuis le début de la semaine que soi-disant il avait un cancer, bref, je sais pas. Alors donc j'aurais voulu savoir un petit peu l'évolution qu'on va pouvoir avoir tous les deux, parce que moi ça devient... j'allais dire en riant, mais c'est pas drôle, Bruno Panamo, je suis pas Madame Soleil, c'est-à-dire je peux pas vous dire non mais comment ça va évoluer. Par contre, non, ce qui est là c'est il faut s'interroger sur vous êtes deux blessés entre guillemets, en convalescent, avec des choses douloureuses de part et d'autre. Alors ça peut être très positif parce que vous êtes à même justement de vous épauler, de vous comprendre, de vous soutenir, parce que vous vous acceptez comme vous êtes. Voilà. Et l'un et l'autre, donc ça c'est extrêmement positif. Maintenant, une relation, elle dépend toujours de ce qu'on en fait. Donc parlez-en ensemble pour voir quel projet par rapport à ça mettre en place, c'est-à-dire quel engagement. Il est où le niveau d'engagement si vous souhaitez, et c'est ce que j'entends, que la relation continue. Oui. Voilà. Et lui aussi
apparemment. Apparemment, ça dépend des moments, mais je crois que là, il a une culpabilité par rapport à mon état, parce qu'il suppose, pour lui, d'après lui, ce serait un peu de sa faute si j'en sois arrivé à faire une dépression et toutes ces choses-là. C'est vrai que c'est pas évident de vivre avec un bipolaire, c'est très compliqué. Non, c'est très compliqué, oui. Très compliqué. Donc, mais bon, il y a pas c'est pas dû qu'à ça, c'est tout un contexte de choses, moi personnel, que je travaille maintenant. Voilà. C'est plutôt super positif tout ça. Après, tant que c'est bien, déjà vous voyez, vous avez un bon niveau de dialogue entre vous. Il tient qu'à vous de continuer, de poursuivre ce chemin pour construire, parce que dire est-ce que ça va continuer, est-ce que ça va s'arrêter, vous seul avez la réponse, parce que c'est ce que vous en faites aujourd'hui qui va permettre que ça continue ou que ça s'arrête. Et aussi dans votre besoin, l'un de l'autre, dans votre ressenti. Donc dans l'affection que vous vous portez mutuellement aussi, ça me semble très important dans une relation. Oui, l'affection, je pense que, de mon côté, c'est sûr qu'elle est là. Elle est là. C'est affolant, parce que moi, je pense qu'à lui, j'arrête pas de l'appeler, j'envoie des textos, donc voilà. Mais lui, c'est après, en plus, c'est des problèmes de connexion, donc des fois, je sais pas, Oui, en fait je vous sens plutôt, et c'est intéressant parce que ça reboucle la première question que vous m'avez posée, très anxieux justement sur cette relation. En fait, vous êtes à un tel niveau d'attachement de lui que ça vous rend anxieux. Et en fait, ça peut être très intéressant à travailler justement si vous travaillez en thérapie. Vous voyez, c'est ce que je fais, voilà, parce que cette anxiété de l'attachement, elle faut qu'elle se détache de lui pour se réancrer en vous. C'est dans l'apaisement de vous-même que vous allez poursuivre la relation. Elle sera d'autant plus longue et belle et construite que vous apaiserez ce besoin permanent de lui. Vous voyez ? Donc il y a quelque chose à apaiser en vous-même là. Pour apaiser le questionnement sur la relation. Puisque vous m'appelez avec un questionnement sur la relation. Oui, c'est ça, voilà, tout à fait. Voilà. Et en fait, c'est vous. C'est pas la relation, c'est vous qui êtes en interrogation, en anxiété, en inquiétude. Ce qui se passe, c'est que c'est vrai que moi j'ai tendance à le couver énormément parce que je connais sa pathologie, je l'ai accepté, je l'assume aussi. C'est pas simple. Non, bien c'est sûr. Pas simple du tout. Mais voilà, donc c'est des questions que je me pose et c'est aussi lourd à supporter. Mais d'un autre côté, il y a des moments, c'est vrai que j'en ai marre de supporter attention à ne pas devenir le sauveteur. C'est ça qui est le problème. Voilà. C'est ça qui est le problème. J'ai bien l'impression que c'est ce que je suis en train de faire. Oui. C'est ce que j'entends aussi. Non, ça se travaille. Bruno, c'est formidable. Justement, vous voyez, dès que je vous dis un truc, vous captez tout de suite, vous le repérez tout de suite. Donc c'est bien. Ça veut dire que vous vous rendez compte, si tout était facile comme ça et qu'on savait tout faire du premier coup. Non, vous avancez. Donc vous avez repéré ça, vous avez repéré votre inquiétude, le besoin d'être en sauvetage de lui. Continuez ce chemin-là et travaillez là-dessus. D'accord, Bruno ? D'accord. Bon, bon courage, Bruno. Merci. Bonne nuit. Voilà. Eh bien, c'est l'heure de se dire au revoir. Je voulais prendre un petit peu de temps avec vous pour vous dire un grand merci à vous tous pour votre accueil et votre confiance. J'ai eu beaucoup de plaisir à être avec vous durant ce mois d'août. Merci aussi à toute l'équipe d'Europe 1 et spécialement à mes fidèles acolytes de la nuit, Théo, Quentin et Asiba au standard, Philippe et Mickaël à la réalisation. Merci à eux d'avoir guidé mes pas dans cette émission avec autant de gentillesse et d'ouverture. Sachez que je vous retrouve lundi à 14h30 dans l'émission de Faustine Bollert, mais sur une problématique plus professionnelle. Et puis nous, on se retrouvera peut-être à l'occasion des congés de Caroline Dublanche, qui sait. En tout cas, je souhaite à tous et à chacun beaucoup de courage, de bonheur et de douceur sur votre chemin de vie. Portez-vous bien. Et puis, n'oubliez jamais la célèbre phrase du philosophe Nietzsche, que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup porté également sur mon chemin: ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Bonne nuit.